Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur les ondes de Coconut Podcast pour cette deuxième émission. Oui, votre animateur Alain Joseph me fait plaisir d'avoir ce soir des invités incroyables. Sans plus tarder, nous allons recevoir dans un premier temps Peggy Civil, présidente directrice générale de Civil Communication. Par la suite, nous recevrons Franz Benjamin, député de Viau. Par la suite, Alex Tirel, le chef du Parti vert du Québec. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Will Prosper, documentariste. Alors, messieurs, dames, on vous invite à nous suivre dans cet univers du Coconut Podcast en vous souhaitant une belle soirée. Alors, messieurs, dames, on va au téléjournal avec Alain Joe. Merci et bonne soirée. Bienvenue au téléjournal Coconut Podcast en 60 secondes. Selon les autorités québécoises, la situation est considérée comme étant critique. Par conséquent, il est recommandé en ce week-end du congé pascal de ne point rendre visite à nos aînés. Mais il faut tout de même les appeler. Ottawa prévoit que si les Canadiens ne respectent pas les règles de distanciation physique, les cas de décès peuvent être nombreux au Canada. Par la suite, le premier ministre Trudeau prévient qu'en cette période de crise, un retour à la normale ne se fera pas avant un an. En espérant que M. Arruda réussira à sortir un lapin de son chapeau. Et pour terminer, messieurs, dames, lorsque nous marchons dans les rues du Québec, nous voyons ce message qui nous donne espoir. Ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Sur ce, bonne soirée. Rebonsoir, messieurs, dames. Alors maintenant, nous avons comme invité une grande dame, connue de par la capitale nationale, mais également au niveau du Canada tout entier. Elle se passe de présentation, messieurs, dames, Peggy Civil. Bonsoir, Peggy. Comment Bonsoir! va, Bonsoir, Peggy? Alain! Bonsoir! Wow, trop bien de t'avoir avec nous ce soir sur les ondes de Coconut Podcast. Merci beaucoup, Alain, de l'invitation. Je veux tout de suite débuter par te dire félicitations, super belle initiative. Écoute, coup de chapeau, tu t'es retourné sur un 25 sous et te voilà. Écoute, c'est un honneur pour moi d'être ton invité. Ben, écoute, un plaisir d'entendre ces commentaires. C'est vraiment, ça fait plaisir, chaud au cœur en ces temps de confinement. On en parlera un peu plus tard, mais c'est une initiative citoyenne et qui permet aux gens du Québec, du Canada, de communiquer avec l'ensemble de la nation ce qu'ils font, mais également comment ils se sentent en ces temps de crise et de confinement. J'aime ça parce que tu as dit communiquer, c'est genre le mot-clé. Hein? Ben, écoute, on y va vite fait. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Peggy Civil, tu es PDG, présidente, directrice générale de Civil Communication. Ouais. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi Civil Communication et également, c'est quoi le rôle d'une PDG?
Écoute, deux bonnes questions. Je vais commencer par la première. Civil communication, c'est des gens qui sont amoureux de cette communication. On se positionne au niveau non seulement des relations publiques, dans l'animation, donc tout ce qui est conférences, ateliers, on baigne dedans, c'est notre communication, c'est notre dada. Pour ta deuxième question, PDG, écoute, lorsque j'ai lorsque je t'ai entendu dire PDG, je tremble encore parce que ça fait quand même, ça fait 6 ans que j'ai ma propre compagnie, donc je travaille à 100% à mon compte. C'est quoi d'être PDG? C'est d'être à l'écoute des gens, c'est de sauter sur des opportunités. Hein? Mhm. Être PDG, c'est d'avoir aussi une vision, malgré ce qui se passe présentement avec le coronavirus. J'ai pris un bon 2 semaines pour respirer, pour bien comprendre comment que ça se passe, parce qu'on est encore dedans. C'est aussi d'être un motivateur. Hein? Un Mhm. PDG, c'est un motivateur, c'est un leader, mais Mhm. pas dans le sens qu'il doit être à l'avant, mais un leader qui va amener tout le monde sur la même ligne et qui pousse les gens à aller plus loin. Le PDG, c'est quelqu'un aussi qui se tient debout. Hein? Des fois, on a des bons coups. Des fois, on a des défis à relever. On ne se décourage pas. Donc, oui, c'est bien beau d'avoir le titre, mais il y a beaucoup de responsabilités aussi qui viennent avec. Euh, on ne peut pas passer sous silence le fait que tu aies reçu plusieurs reconnaissances comme étant euh, une gourou. J'utilise ce terme. J'ai reçu Kevin Merci. Calix la semaine dernière. Je parlais de Ah, gourou des la podcasts. Mais pression toi, vient de monter. Hein? mais écoute, je te considère comme une Oprah Winfrey, vraiment, à en devenir au Canada. On te retrouve partout. On ouvre les réseaux sociaux. On tombe sur Civil Communication. Tu animes des festivals pour jeunes à Montréal. Peux-tu nous parler de cette expérience et on reviendra un peu plus tard sur d'autres aspects de ce que tu fais, les reconnaissances que tu as eues. Mais je t'ai vu animer Oui. un festival à Montréal, Hmm, festival des DJ, quelque chose comme ça. Peux-tu nous en parler un peu? exactement. Écoute, c'est une belle aventure qu'on m'a offerte. Donc, c'est pas la première fois que j'animais un festival, mais celui à Montréal, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que c'est à Montréal que je suis née. Hein. Puis OK. lorsque M. Peterson m'a approché, qui est le président de ce festival-là, j'ai accepté parce que je suis passionnée de la communication, mais encore plus parce que ça amenait la famille. Donc, la famille aussi, c'était concentré sur des jeunes, c'était quelque chose de très positif pour la communauté. Mhm, mhm. Donc, moi, je m'allie avec des festivals, des événements qui sont non seulement positifs, mais aussi qui imprègnent les gens. Donc, dans ce festival-là, il y a eu la possibilité pour plusieurs DJ, ceux qui étaient connus, ceux qui étaient moins connus, Mhm. de non seulement montrer leur art, mais il y avait Mhm. aussi plusieurs personnes, des gens qui avaient des kiosques, donc des entrepreneurs qui étaient présents pour non seulement proposer leurs services et leurs produits, donc, il y avait aussi des jeunes, etc. Donc, cette animation-là était pas mal éclatée, hein, OK, parce que OK. Hein? quand on fait de l'animation, il faut aussi s'adapter. Souvent, les gens vont dire c'est au Mhm. public de s'adapter à nous en tant que communicateurs, mais moi, je crois que c'est le contraire. C'est Ouais. un peu le secret de la communication, c'est de pouvoir s'adapter à ton public cible. Donc, comment s'habiller, comment les parler, comment diriger ton Mhm. message. Il faut faire aussi des recherches. Donc, je savais Mhm. aussi que la ville de Montréal était présente. Donc, on est un peu le fil conducteur en tant qu'animateur de se soucier des détails. Donc, de remercier les gens que peut-être même la personne qui fait l'événement s'en souvient pas. Donc, c'est notre rôle en tant que communicateur, en tant que présentateur, de relever ces points. Écoute, c'était un festival avec du soleil, de la musique. Il y avait aussi des conseillers municipaux qui étaient venus hein, Mhm. Mhm. à Mhm. assister, et toi, entre autres, qui était présent, qui est toujours présent dans notre communauté d'une façon très positive, à apporter ton appui. Donc, c'est plutôt moi qui ai eu l'honneur de te rencontrer à ce festival. Écoute, je faisais ce parallèle avec Oprah Winfrey
Oui, euh, vraiment, tu dégages cette énergie en tant merci. que femme issue de la communauté Oui. noire, Mhm. étant entrepreneur. Oui, euh, on sait récemment, tu as signé un partenariat et ce, félicitations. Alors, tu merci. peux nous en parler rapidement avec Desjardins, c'est bien ça? Exactement. Écoute, pour moi, premièrement, c'est un honneur que tu puisses me comparer à Oprah Winfrey parce que je me rappelle, je la regardais à la télévision. Puis j'avais déjà ces palpitations au cœur. J'étais celle qui animait les balles de graduation. J'ai été aussi Mhm. rappeuse. Donc, tout ce qui était devant le public, avec le public, ça me passionnait. Donc, merci beaucoup pour cette comparaison. Puis, je sais qu'Oprah, elle fait beaucoup de choses pour la communauté aussi. Je pense que c'est un peu avec mon parcours que Desjardins est venu frapper à ma porte. J'étais extrêmement surprise parce que des fois, les entrepreneurs, on a un projet, on a une vision, mais des fois, on se dit, bon, tant mieux si ça arrive, mais on est tous êtres humains, hein, on doute de nous-mêmes. Donc, ils m'ont appelé, j'ai été les rencontrer. Ça m'a pris au moins 3 semaines après notre première rencontre pour réaliser que des fois, on a ce syndrome de l'imposteur. Puis, on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment réel? Écoute, je vais regarder encore mes courriels pour voir est-ce qu'ils m'avaient vraiment invité à cette rencontre, etc. Je voulais prendre le temps de remercier Desjardins parce qu'ils ont vu en moi cette femme, hein, cette femme entrepreneur, cette femme issue de la communauté ethnoculturelle. Puis, ils m'ont offert un partenariat avec eux pour non seulement communiquer, bien diriger leur message, et ça, c'est un de nos dada à Civil Communication, qui est la relation publique. Écoute, au nom du Québec, au nom de la communauté noire, au nom de tous ceux qui sont fiers de voir des femmes réussir et surtout des battantes comme toi, Merci. franchement, chapeau bas. Merci. On continue à te suivre. Vite, vite, rapidement, ton voyage en Guinée, tu as fait une tournée là-bas. Écoute, Oui, parle-moi-en, là, il nous reste un petit 4 minutes, là. Parle-moi-en rapidement, là, vite, vite. écoute, une histoire de fou, un rêve qui s'est finalement réalisé après 3 ans de cheminement avec un monsieur qui s'appelle Faudé, que j'aimerais remercier officiellement aujourd'hui parce qu'il m'a contacté sur les médias sociaux. On a passé 3 ans à échanger des idées, etc., jusqu'à ce que j'ai eu une invitation officielle pour aller faire une série de conférences. Encore une fois, les jeunes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je fais beaucoup de tournées, de conférences, d'ateliers pour les jeunes, pour les motiver, pour qu'ils soient debout, dos droit, puis qu'ils prennent leur place. Donc, écoute, je ne me rappelle même pas combien de conférences, au-delà d'une dizaine de conférences avec Horizon d'Afrique. C'était pour parler de l'entrepreneuriat au féminin et nécessairement issus de la communauté ethnoculturelle, donc avoir des exemples, des ateliers, il y a eu des masterclass. Écoute, je t'en parle, puis je suis encore le soleil sur ma peau. Des gens tellement chaleureux, l'accueil a été extraordinaire. J'ai découvert des nouveaux mets, hein? J'ai découvert des nouvelles façons, des nouvelles tendances au niveau de l'habit. Moi, Hmm. c'était important pour moi de faire du terrain. Donc, je ne voulais pas voir nécessairement les places luxueuses, etc. Pour moi, c'était important d'aller voir la vraie vie. Puis, écoute, ils me l'ont offert sur un plateau d'or. Encore une fois, tellement reconnaissante pour ce voyage. Inévitablement, il fallait avoir une partie 2, mais avec ce qui se passe présentement, ce n'est que partie remise. Je suis toujours en contact avec cette communauté. Écoute, un voyage incroyable. Puis moi aussi, j'ai beaucoup appris aussi parce que dans différents pays, différentes façons de communiquer, hein, pour son public cible. Donc, j'ai eu à m'adapter, mais une équipe tellement formidable qui m'a coachée en arrivant là-bas. Puis, ce que j'en retiens, c'est que la communication, c'est bien plus. Ça va au-delà du langage, hein. Donc, l'amour, le respect, le cheminement de l'être humain, tout ça va dans le grand panier de la communication. Wow! Hey, toute une expérience que tu as Oui. vécue en Afrique. Écoute, Mhm. en terminant, il nous reste à Oui. peine 1 minute et demie.
OK. Si tu avais à... ouais, ça va vite, hein, on va te Ça va réinviter, vite. c'est C'est parce sûr. que tu es trop intéressant, Alain. Tu es un professionnel. Bon, ben merci. Ayant des petits conseils de toi, tranquillement, pas vite, on va atteindre le niveau. Fais partie. Écoute, Oui. Peggy, si Oui. tu avais un conseil à donner Mhm. à la nation qui t'écoute, d'accord? Mais surtout à nos jeunes filles, Mhm. en ces temps de confinement, quel serait ce conseil? Genre, il y a des gens des fois qui se sentent un peu c'est pas facile, ils vivent certaines difficultés à la maison. Qu'est-ce que Oui. tu pourrais leur donner comme conseil? On sait que ta famille, je lisais à Radio-Canada 2019 Oui. récemment que vous étiez dans le milieu des familles d'accueil. Quel Oui. message as-tu pour ces jeunes-là en terminant, là? En terminant, premièrement, je vais faire le lien avec mon équipe. Donc, Mhm. je ne suis pas seule dans cette aventure-là. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être mise sur un piédestal. Je pense que la communication, c'est d'avoir cette interrelation-là où est-ce qu'on arrive tout le monde à grandir à travers de ça. La situation, elle est bien réelle. Même moi, qui œuvre dans le domaine de la communication, j'ai pris deux grandes semaines à réfléchir et je me suis dit à moi-même, écoute, Peggy, lorsque tu te renfermes, tu coupes les liens de cette communication-là. Et l'être humain l'être humain est une personne qui a besoin de ce contact. Écoute, on ne peut pas nécessairement se voir physiquement. Mais regarde aujourd'hui. J'étais Ouais. tellement contente de me préparer, de me maquiller pour Mhm. pouvoir être en contact avec toi. Donc, ce que je pourrais offrir aux jeunes et à notre nation, c'est de ne pas arrêter de communiquer. Communiquer, c'est notre pouvoir à tous. Sans cette communication-là, l'être humain n'arrive pas à s'épanouir. Donc, prenez le téléphone concrètement, appelez les gens, allez sur Zoom, faites comme nous présentement. Il y a tellement de médiums qu'on peut utiliser pour communiquer. C'est le temps de s'en servir. Appelez vos parents, vos grands-parents. Juste un appel téléphonique peut changer le cours d'une vie. Donc, voilà. Wow, ben venant de la gourou des communications, écoute, c'est tout un conseil. Continuez à communiquer. Cette émission, c'est afin de donner la parole à des personnalités, des gens plus connus, moins connus, afin que l'on puisse garder ce contact entre nous. Peggy, le mot de la Oui. fin, remerciement. Oui. Oui, écoute, remerciement. Je ne vais pas le faire de façon trop centrée. Mhm, En général, tous ceux qui me suivent, mhm. mon équipe aussi qui s'implique énormément. C'est grâce à eux que je peux rayonner, qu'on peut tous rayonner tous ensemble. Euh, Olivier, que je sais qui est derrière la caméra, qui est technicien. Écoute, j'ai eu la chance de le voir. Félicitations encore une fois, Olivier. Et pour terminer, toi, Alain, je te souhaite non seulement du bonheur, parce que tu apportes du bonheur. Tu m'as apporté aujourd'hui ce bonheur. Continue ton chemin. Laisse personne te dire que tu n'es pas capable. Tu es plus que capable. C'est un honneur, encore une fois, d'être sur ton podcast, un Coconut Podcast. Je te souhaite longue vie et puis on verra la suite. Hein? Ben, Peggy Civil, on te remercie grandement. Alors, Merci. messieurs, dames, nous avions Peggy Civil avec nous. On te remercie grandement, Peggy. Merci. Et on va à la pause et on passe au prochain invité dans quelques instants. Merci. Pour augmenter vos ventes, pour l'annonce de vos projets, pour attirer de nouveaux clients ou fidéliser vos clients actuels, confiez vos publicités à Posex Productions. Que serait aujourd'hui le système de santé sans l'apport et la contribution des membres des communautés noires? Je veux saluer les médecins, les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les enseignants, ces gens qui travaillent au quotidien, qui ont contribué et qui contribuent encore à faire en sorte que le système d'éducation du Québec et le système de santé de la société québécoise puissent fonctionner pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois.
nous venons de souligner les journées de la persévérance scolaire et j'ai un message particulier que j'aimerais adresser, Madame la Présidente, aux jeunes issus des communautés noires. Je veux leur rappeler ceci, cette grande citation de Nelson Mandela: l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire tomber tous les obstacles. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à vous tous. Nous avons un invité. Est-ce que je me devrais de le présenter? Si vous ne le connaissiez point, alors vous allez le connaître avec nous ce soir sur Coconut Podcast. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir M. Frantz Benjamin, député de Viau. Frantz Benjamin, comment vas-tu? Je vais très bien, mon cher Alain. Donc, merci d'être, je suis très content d'être sur les ondes de Coconut Podcast. Ça fait plaisir. Ben écoute, c'est tout notre honneur de t'avoir ce soir, député de Viau, quelqu'un d'hyper occupé. Écoute, tu sors d'une activité que tu nous parleras dans quelques instants. On pourra en parler tout de suite. Ton émission de radio, mais dans quelques instants, je pense, ton émission Entre nous est confinée sur les ondes de Radio 5 102.3 FM, c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. Donc, depuis maintenant 2 semaines, donc Radio Centre-Ville m'a demandé d'animer une émission, une demi-heure où j'ai toute la liberté, comme toi d'ailleurs, ce que tu fais. Donc, je reçois les invités de mon choix. J'ai reçu des politiciens, des gens du communautaire, des poètes. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu Joël Desrosiers, qui est psychiatre et poète aussi en même temps. Donc, voilà. Donc, c'est un moment de rencontre autour d'une crise et puis donc on donne de l'information, mais en même temps, on essaie de divertir les gens à notre manière aussi. Félicitations, Frantz. Franchement, c'est une initiative que je peux dire qui en a motivé d'autres. Alors, au nom du Québec, de la communauté, moi, je te dis un grand félicitations. Alors, on te suit sur le 102.3 FM. C'est à tous les jours, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, 18h. Donc, sur les ondes de Radio Centre-Ville, Entre nous est confiné. Donc, alors là, on va prendre une petite pause, congé de Pâques oblige, et nous allons revenir mardi, la semaine prochaine. Super, super. Alors, on te suivra. Frantz Benjamin, député de Viau, pour ceux qui ne le savent pas, un député, c'est quoi le boulot d'un député? Toi, dans ta circonscription, c'est quoi ton boulot, ton horaire type, par exemple, les sujets, les enjeux sur lesquels tu travailles actuellement? Peux-tu nous en parler un petit peu? Mais évidemment, un député, c'est celui qui représente une circonscription. Moi, j'ai le bonheur de représenter la circonscription de Viau. Depuis maintenant, on est à mi-mandat. À part de représenter la circonscription de Viau, je suis porte-parole aussi de l'opposition officielle de 2 dossiers, des dossiers tourisme et des dossiers jeunesse. Mais à part ça aussi, je suis membre de commission parlementaire. Je suis membre de la commission parlementaire sur le transport, l'environnement, membre de la commission. Il y a une commission spéciale actuellement, qui est une commission spéciale parlementaire sur les enjeux d'exploitation sexuelle des mineurs. Je suis un membre de cette commission aussi. Et évidemment, le matin, lorsque je me lève, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je regarde le fil de presse qu'on envoie aux députés, donc, et pour voir quelles sont les actualités du jour. Alors, après avoir regardé le fil de presse, on se lève, il y a des appels à retourner, que ce soit à mon caucus, que ce soit à mes attachés politiques, pour bâtir la journée avec eux ou avec elles. Ensuite, par les temps qui courent, nous sommes en circonscription surtout. Donc, j'interviens beaucoup sur les enjeux reliés au coronavirus. Nous avons beaucoup de conférences téléphoniques. Par exemple, j'ai une conférence téléphonique par semaine avec les élus de l'arrondissement, de la circonscription, que ce soit la députée fédérale, la mairesse d'arrondissement, les conseillers municipaux. J'ai aussi au moins 3 caucus par semaine avec mes collègues libéraux de la députation libérale. J'ai au moins un autre caucus par semaine, une conférence téléphonique par semaine avec les autorités de la santé publique, donc de l'Est de Montréal. J'ai aussi une conférence téléphonique par semaine avec les autorités de la métropole de Montréal, avec la ministre de la métropole, les gens de la ville de Montréal et d'autres personnes de la sécurité civile, etc. Donc, voilà, beaucoup de rencontres. Et c'est sans compter les rencontres sectorielles qu'on a, évidemment, avec les organismes communautaires. Saint-Michel, la circonscription de Viau,
C'est une circonscription, c'est un quartier qui a beaucoup d'organismes communautaires, où c'est très dynamique au niveau communautaire. Il y a une table de concertation Vive Saint-Michel en santé qui est très active, des organismes qui sont sur le front actuellement au niveau de la santé, au niveau des services sociaux, au niveau de l'accompagnement des aînés, des jeunes, des familles. Il faut bien être en contact avec ces gens-là pour savoir comment mieux les appuyer, les soutenir dans leurs efforts. C'est un peu tout ça, et sans compter, évidemment, pour moi, comme député, c'est quelque chose de très important pour moi, les citoyens. C'est ma priorité, ce sont les patrons. Et non, une fois par jour, je parle en moyenne, c'est une discipline que je me suis donnée, de parler à au moins une dizaine de citoyens de la circonscription. Incroyable, France Benjamin. Avec un horaire si chargé, on réussit à te voir malgré tout dans tous ces événements communautaires, professionnels, d'insertion professionnelle. Tu as aidé à mettre sur pied le forum économique pour la jeunesse. Pour en parler, et également un forum, tu as le forum. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est sûrement le Forum du développement économique de Saint-Michel. Oui, oui. Alors, c'est une initiative qui avait été prise il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans maintenant. J'avais fait avec mon prédécesseur qui était député de Vieux, David Hurtel. Alors, David Hurtel qui était député de Vieux à ce moment-là, et moi, j'étais conseiller municipal. Et ensemble, on a réfléchi avec Annie Sanson aussi, qui était la mairesse d'arrondissement. On a réfléchi ensemble sur ce forum-là, travaillé, on l'a mis en place. Et aujourd'hui, je suis très content de voir que ce forum-là a fait des petits, s'est transformé. Maintenant, ça s'appelle Espace Saint-Michel, qui est un espace qui travaille autour de la création de la richesse dans le quartier Saint-Michel, qui travaille sur la promotion du quartier pour attirer des entrepreneurs, des entreprises qui viennent s'installer pour créer de la richesse, pour créer des emplois dans la circonscription. Depuis maintenant 1 an que je suis député de la circonscription, j'ai démarré une nouvelle initiative, une autre initiative qui ne remplace pas Espace Saint-Michel parce que Espace Saint-Michel continue de rester sur la dynamique de la création de la richesse. Mais j'ai travaillé avec des partenaires communautaires du quartier. On a eu l'an dernier le premier salon de l'emploi de Saint-Michel, qui est un salon à la Tohu, exactement, oui, où on a invité des employeurs à venir. On a invité les gens qui sont en recherche d'emploi surtout. Et donc, c'est un salon de l'emploi et de la formation, puisque les commissions scolaires sont présentes aussi. Ça a permis justement à des gens de Saint-Michel ou de l'extérieur de Saint-Michel qui sont dans une dynamique de recherche d'emploi de pouvoir venir voir ce qu'offrent les employeurs et voir aussi, comme perspective de formation aussi, ce qu'ils peuvent ou elles peuvent aller chercher comme complément de formation pour pouvoir intégrer ou réintégrer le marché du travail. Wow. Cette année, évidemment, l'enjeu de coronavirus fait en sorte qu'on a mis un peu en veilleuse. Cependant, nous comptons bien avoir une deuxième édition du Salon de l'emploi, puisque la demande va être très forte, j'imagine, quand on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, j'écoutais les statistiques, au Québec seulement, depuis la pandémie, il y a eu au moins 240 000 emplois qui ont été perdus. Donc, il y aura besoin pour beaucoup de Québécoises et de Québécois de pouvoir obtenir une perspective d'emploi. Et ça, à Saint-Michel, nous comptons bien y travailler dans les semaines et mois à venir. Oh, incroyable le travail que tu fais, Franz. Je prends la balle au bon. Toi, la jeunesse, d'ailleurs, tu es porte-parole en cette matière au niveau de l'opposition. Franz Benjamin, l'enjeu de la jeunesse, l'enjeu de l'éducation, on peut savoir que c'est très important pour toi. Forum sur l'emploi, permettre aux employeurs de proposer ce qu'ils ont dans le quartier, aider aux jeunes à se trouver de l'emploi, la formation. Mais on t'a beaucoup entendu ces derniers mois dans les médias parler de cet enjeu de Louis-Joseph Papineau, qui est cette école secondaire dans ta circonscription, une des écoles secondaires dans ta circonscription, et il manque un peu de fenêtres dans cette école. Quel est l'enjeu là, pour ceux qui ne seraient pas au courant, là? Alors, c'est pas plus compliqué. Moi, il y a cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire tomber tous les obstacles. Et j'y crois énormément. Je crois que par l'éducation, on arrive à s'affranchir. On arrive non seulement à s'affranchir, mais à se réaliser.
à se réaliser. Et au Québec aujourd'hui, à Montréal et à Saint-Michel en particulier, nous avons cette responsabilité-là. Et quand je dis le nous, c'est non seulement le gouvernement du Québec, les centres de services, qui est anciennement connus sous le nom de commission scolaire, c'est une responsabilité aussi des enseignants. Ça, tu en connais, tu en sais quelque chose, Alain, quand je parle des enseignants, Oui, des directions d'école, des intervenants, de faire en sorte de travailler pour favoriser la réussite éducative, la réussite scolaire des jeunes. Il faut créer les moyens. Et ces moyens-là passent par non seulement les compétences, mais ça passe aussi par les infrastructures. Et aujourd'hui, donc, quand j'ai vu cette initiative citoyenne prise par un parent de la circonscription, qui dit haut et fort avec d'autres parents que Louis-Joseph Papineau, c'est une école qui a besoin de fenêtres, et bien ça, je ne peux qu'y adhérer à cet enjeu-là. Il y a de très bonnes choses qui se passent à l'intérieur des murs de Louis-Joseph Papineau. On ne questionne pas les actions de la direction de l'école. On ne questionne pas les actions des enseignants, des enseignantes, des intervenants communautaires qui font ce que... Mais nous avons cette responsabilité de nous assurer que toutes les conditions de réussite soient réunies pour les enfants de Louis-Joseph Papineau. Et dans le cas qui nous concerne, je suis persuadé qu'au niveau du bâtiment, il y a des améliorations importantes qui doivent être apportées, et notamment sur l'enveloppe du bâtiment, le fait qu'il y ait une école, pas de fenêtre, ça n'a tout simplement pas d'allure. Ça n'a tout simplement pas d'allure. Et c'est notre responsabilité non seulement de dénoncer ça, mais d'y travailler pour que ça puisse devenir une réalité. Pour Louis-Joseph Papineau, mais il y a aussi d'autres écoles au Québec, d'autres bâtiments au Québec qui sont dans cette réalité-là. C'est notre devoir de faire changer tout ça. France Benjamin, tu n'es pas juste à l'opposition ou tu es quelqu'un qui, tu vas constater, tu vas soulever la question, mais par la suite, tu vas chercher des solutions. Tu as beaucoup travaillé à encourager la persévérance scolaire et surtout à contrer le décrochage scolaire. Avec M. Édouard Stacco et toute une équipe, je ne sais pas à quel moment de ton parcours, quand tu as été commissaire scolaire, conseiller d'arrondissement dans Saint-Michel et même président du conseil municipal à l'Hôtel de Ville de Montréal, tu as mis sur pied le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Peux-tu nous en parler? Ça, c'est une de tes grandes réalisations, M. Benjamin. Ben, en fait, je ne te dirais pas, je ne prendrai pas le crédit que ce soit ma réalisation, le Fonds 1804. Je te dirais que voilà un projet, voilà une organisation qui est un succès collectif, puisque l'histoire de ce fonds-là, c'est une belle histoire, en fait. Ça aurait pu être une triste histoire, mais c'est une belle histoire. Ça a commencé avec une étude qui avait été menée par l'Université de Montréal et la chaire d'éducation de l'Université de Montréal et avec le ministère de l'Éducation sur les enjeux sur des réussites scolaires des jeunes issus des minorités racisées. Et il a été démontré au bout de cette recherche, et recherche menée entre autres par la professeure Marie Mekanjo, on observait un retard dans la scolarité de certains enfants, notamment des enfants issus des communautés noires avec le créole comme langue maternelle. Donc, alors pour nous, au lieu d'en faire un outil de stigmatisation, on a plutôt fait un outil de stimulation. C'est-à-dire comment? En disant, écoutez, plus que jamais, la question de la persévérance scolaire, ça doit être pas seulement l'affaire des commissions scolaires, des écoles, des enseignants, des députés, des ministres, mais l'affaire de toute une communauté. D'où cette mobilisation à mettre en place un fonds qui fait appel à monsieur et madame tout le monde, un fonds qui fait appel aux entrepreneurs, aux entreprises, pour leur dire que ça prend tout un village pour accompagner, pour soutenir la réussite scolaire. Et c'est en ce sens qu'on se dit qu'il faut que toute une collectivité, toute la communauté soit mobilisée autour des jeunes pour les encourager, pour envoyer des messages, un signal puissant à ces jeunes-là pour leur dire, pour les encourager dans un premier temps et pour les accompagner. Je ne suis plus sur le conseil d'administration du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, mais je salue tout le travail qui est mené par ce fonds-là, le fonds qui a réussi au cours des dernières années, au cours des 5 dernières années, à tisser un réseau très large à travers tout le Québec, à soutenir pas seulement
les jeunes des communautés noires, mais à soutenir des jeunes québécois de toutes origines, de toutes les régions du Québec. Par exemple, j'étais à l'Assemblée nationale il y a quelques mois lorsque il y a une délégation du Fonds 1804 qui est venue notamment honorer un jeune de la région de Limoilou, je crois, un jeune de la région de Limoilou, pour lui remettre son chèque, pour, sa bourse de la persévérance scolaire. Et ça, c'est des choses extraordinaires. Je ne compte plus le nombre de témoignages que j'entends au sujet du travail du Fonds. Et ce qui est intéressant aussi, le Fonds, dans sa philosophie d'intervention, a compris que non seulement qu'il faut travailler avec tous les partenaires, notamment les partenaires communautaires, mais aussi tout le réseau de l'éducation. Le Fonds est membre, par exemple, du réseau Réussite Montréal et lors des journées de la persévérance scolaire, on connaît toute la campagne maintenant depuis 2 ou 3 ans menée par le Fonds 1804 et je salue les membres du conseil d'administration du Fonds et je remercie toutes les personnes qui, au cours des dernières années, ont donné une bourse, ont fait un don au Fonds, parce que lorsque vous faites un don au Fonds, vous faites un don directement à un jeune en matière de persévérance scolaire. Monsieur, je suis obligé de dire Monsieur Benjamin, parce que bon... Pour toi, c'est Franz. Pour moi, c'est Franz. Je te remercie, mais incroyable. Chapeau bas, tous ces gens que tu as réussi à motiver au fil des ans, moi-même, entre autres. Monsieur Benjamin, Franz Benjamin, là, je m'adresse à Monsieur le député. Ceux qui ne te connaissent pas, tu es également poète dans l'âme. Le régisseur ici à la technique me dit qu'il reste 1 minute avec quelques figures de style, des vers qui sont tiens. Quel serait ce message que tu aurais pour les jeunes, pour nos aînés, pour tous tes commettants, ceux qui t'ont permis de te rendre à l'Assemblée nationale en ces temps de confinement? Quel beau message, comme si bien tu les délivres à tout moment. Quel message aurais-tu pour la nation en ces temps de confinement en 40 secondes, Franz Benjamin? En 40 secondes, je n'ai pas de vers en particulier, mais j'aimerais peut-être témoigner mon affection à vous qui êtes à la maison, vous qui respectez les consignes de santé publique. C'est très, très important. Et en cette fin de semaine, prenez le temps de lire un livre, préférablement un livre québécois, parce qu'il faut soutenir les auteurs, les écrivains du Québec. Il faut soutenir le milieu de l'édition, le milieu de la littérature québécoise. Prenez le temps d'écouter une musique, la musique de votre choix. Ce sera votre musique et faites-vous du bien. Faites-vous du bien en vivant la culture parce que, après tout, lorsque tout passera, la culture restera. Merci. 15 secondes? 15 secondes, merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite à toute l'équipe de Coconut Podcast de joyeuse Pâques. C'est un congé. Pas trop de chocolat, s'il vous plaît. Demain soir, et au plaisir de te revoir, Alain. Ben, je t'en prie. Oui, c'est du poisson, c'est vrai. Dans la Merci, ça a été un plaisir. Je te remercie, Franz. Alors, messieurs, dames, nous avions Franz Benjamin, député de Vio, avec nous. Quel honneur. Alors, on va à la pause publicitaire. Merci. Besoin de chansons publicitaires ou refrains publicitaires? Jingle, sonal. Contactez OSEX Productions. 514-686-4339. Contactez-nous. Besoin de beat, appelez-nous. 514-686-4339. Maintenant, nous allons nous entretenir avec un invité très spécial car nous avons la chance d'avoir le chef du Parti vert du Québec avec nous ce soir. Messieurs, dames, Alex Tirel. Alex Tirel, comment vas-tu? Ça va quand même très bien. Ça fait 3 semaines et demie là, que je suis chez moi, mais je suis en train de tenir ça, là, puis ça va quand même très bien. Écoute,
On a le chef du Parti vert du Québec avec nous ce soir. Peux-tu nous dire le rôle d'un chef de parti, euh, ton horaire, ton agenda quotidien? Qu'est-ce que ça fait un chef de parti? Peux-tu nous dire ça, Alex Tirel? Le travail d'un chef de parti peut quand même changer beaucoup là, selon le cycle électoral. Donc, quand il y a une élection à l'horizon, on est en campagne électorale, ça peut être des horaires très, très chargés. Le travail consiste à exprimer le point de vue du parti, là, à faire des revendications envers le gouvernement, à recruter des candidats, à inciter le monde à participer dans le processus démocratique. Fait que c'est quand même un travail qui est diversifié, des aspects de communication, des aspects de gestion. C'est tout un travail. Puis, entre les élections, on travaille surtout à soulever des enjeux, là, à critiquer le gouvernement, à faire des propositions, à appuyer les groupes écologistes sur le terrain, à lutter pour la justice sociale. Fait que c'est quand même un travail qui est quand même assez diversifié. Excellent. Alex Tirel, si tu avais à nous définir euh, l'enjeu premier, l'ADN du Parti vert du Québec, quel est-il? Le Parti vert du Québec est un parti éco-socialiste, fait que c'est question de prendre soin de l'environnement, mais aussi de la population en même temps, de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à un système de santé public de très grande qualité, qu'on puisse avoir de l'éducation de grande qualité, etc. Donc, nous autres, c'est ça, on milite pour ça. Puis, je peux vous donner un exemple d'une politique qu'on met de l'avant depuis un certain temps, la gratuité du transport en commun. Et on met de l'avant cette politique-là, de un, parce que c'est populaire, mais c'est aussi une mesure autant pour l'environnement que pour la justice sociale. Du côté de l'environnement, ça permet de réduire le nombre de véhicules sur la route, d'augmenter l'utilisation du transport en commun, etc. Mais au niveau de la justice sociale, ça permet aussi aux gens d'avoir une certaine liberté de mobilité. Ça permet aux gens qui sont à faible revenu de se déplacer sans devoir payer 1 000 $ par année là, pour une passe d'autobus sur l'île de Montréal. Donc, c'est quand même des mesures là, qui atteignent deux buts en même temps. Puis c'est une parmi beaucoup de propositions qu'on fait au Parti vert. Wow, incroyable. Alex Tirel, je ne veux pas faire de jugement, mais il me semble que tu es assez jeune et tu as un agenda fort chargé. Comment fais-tu pour concilier tes différentes activités et surtout, peux-tu nous dire comment tu as accédé à la chefferie du Parti vert? Ça fait combien de temps que tu es chef au Parti vert du Québec? Maintenant, j'ai 32 ans et ça fait 6 ans et demi que je suis chef du Parti vert du Québec. Donc, j'ai pu mener le parti à 2 élections générales en 2014 et 2018 au Québec. J'ai été élu comme chef du parti suite à une course à la chefferie qu'on a eue au parti en 2013. Et dans cette course à la chefferie-là, j'ai présenté vraiment un programme pour vraiment virer le parti à gauche, de unir le parti là, autour des valeurs progressistes. Et j'ai présenté ce point de vue-là et ma candidature aux membres du parti. Je les ai tous téléphonés pour expliquer pourquoi que je voulais être chef, c'était quoi ma vision pour l'avenir du Québec et l'avenir du parti. Et j'ai été assez chanceux de remporter cette course-là au mois de septembre 2013. Et là, depuis, je travaille très, très fort là-dessus. Écoute, Et j'avais que 25 ans en 2013, donc j'étais quand même très jeune à ce moment-là, parmi les plus jeunes chefs de parti au Canada pendant des années. Puis, je pense que c'est important pour que les jeunes, on s'implique en politique parce que, surtout au niveau de l'environnement, on a tellement à perdre là, avec les décisions qui sont en train de se prendre maintenant. C'est nous autres, notre génération à nous, qui va être là pour nettoyer tous les dégâts que les compagnies pétrolières et tout ça sont en train de faire. Donc, on devrait quand même s'engager davantage en politique. Puis je pense que si on aurait davantage de jeunes en politique, les décisions du gouvernement là, seraient un peu différentes. oh, OK. Sinon, Alex Tirel, aux dernières élections provinciales, très rapidement, une de tes grandes réalisations, tu as réussi à présenter un nombre fort important de candidats aux élections provinciales. Peux-tu nous parler un peu de ça, s'il te plaît? oui, mais dans l'élection générale québécoise de 2018, le Parti vert du Québec a présenté 97 candidats à travers le Québec, là, vraiment dans toutes les régions. On était assez chanceux de pouvoir surpasser la parité des genres avec 58 de nos candidats qui étaient des femmes. Donc, vraiment quelque chose sans précédent pour nous.
On a aussi eu l'âge moyen des candidats à 34 ans, donc vraiment la plus jeune équipe en politique québécoise. Puis on a réussi aussi à avoir beaucoup de représentation de la diversité québécoise parmi nos candidats. Fait que je pense que c'est Alex Tirel, excuse-moi de t'entrecouper. On sait qu'actuellement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Tu as nommé deux chefs adjointes euh, euh, au Parti vert du Québec. Alors, Alice Sécheresse et Ali Matouba, on va les avoir en entrevue, ça c'est sûr. Alex Tirel, on sait que tu es également dans la course à la chefferie du Parti vert du Canada. Donc, tu t'es adjoint de deux co-chefs. Peux-tu nous parler de cette décision, comment elle t'est venue et comment ça donne un coup de pouce au Parti vert du Québec? Oui, en fait, Elizabeth May avait démissionné de son poste de chef du Parti vert du Canada, donc vraiment la branche fédérale du mouvement vert canadienne, au mois de novembre. Et donc là, il y a une course à chefferie qui se dessine au niveau du Parti fédéral. Donc, au moment qu'Elizabeth a démissionné, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de partout au pays là, en disant, tu es quelqu'un qui est jeune, mais tu étais aussi expérimenté dans la chefferie, tu es parfaitement bilingue, tu es de gauche, tu es progressiste, là, tu devrais considérer de te présenter à la chefferie du Parti vert du Canada. Donc, après avoir consulté avec plusieurs personnes, avec l'exécutif du Parti vert du Québec, j'ai décidé d'aller de l'avant, de tenter ma chance dans cette campagne-là. D'ailleurs, j'étais en train de faire le tour du Canada pour cette candidature-là au moment que le confinement a tombé. Donc, j'ai dû annuler plus que la moitié de ma tournée pan-canadienne et retourner chez moi et de faire ça sur Internet à la place. Et ce qui n'est pas idéal, mais on fait avec les circonstances. Puis, afin de s'assurer que le Parti vert du Québec soit entre bonnes mains le temps de cette course à chefferie-là, mais j'ai nommé deux chefs adjointes, Ali Matouba et Alice Sécheresse, donc deux femmes qui étaient très impliquées dans le Parti vert du Québec depuis plus que 2 ans. Ils ont tous les deux été candidats aux élections générales de 2018, Ali Matou dans le comté de Saint-Laurent et Alice dans le comté de Gouin. Ces deux jeunes femmes, Alice, elle a 21 ans, Ali Matou, elle a 28 ans. Donc, je pense que c'est quand même deux très bonnes porte-paroles pour le parti qui sont expérimentés, qui ont déjà fait ça, qui sont très bien à expliquer le point de vue, à expliquer les politiques du parti et vraiment des très bonnes représentantes pour nous, là. Donc, je suis très content de les avoir nommées. Ils sont là depuis à peu près 2 mois maintenant et tout le monde est très, très heureux et content là, du travail acharné qu'ils sont en train de faire. Ben, écoute, au nom de l'équipe de Coconut Podcast, on te dit félicitations car vraiment, tu as nommé deux femmes à des postes fort importants et la représentation de genre est hyper importante. Donc, félicitations. Et pour terminer, Alex Tirel, dans cette course à la chefferie du Parti vert du Canada, maintenant, nous sommes en plein confinement. Deux questions. Et on va terminer presque là-dessus. Comment vis-tu le confinement? Donc, il y aura 3 questions. Comment vis-tu le confinement? Dans cette course à la chefferie, est-ce que la course elle a été suspendue comme certains autres partis ont fait, pour la reprendre un peu plus tard? Et pour terminer, Alex Tirel, comment fais-tu pour recueillir des dons dans la situation actuelle? Donc, vraiment, là, je t'ai demandé en tant que chef de parti, candidat à la chefferie. Et pour terminer, Alex, toi-même, personnellement, comment vis-tu cette crise? Et on va terminer là-dessus, Alex Tirel. OK, beaucoup de questions. En fait, moi, je vis quand même très bien le confinement, là. C'est sûr que c'est un changement d'habitude. Tu sais, moi, je suis habitué à être avec du monde, à travailler, tout ça. Puis là, ça fait 3 semaines et demie que je suis chez moi. Mais je prends quand même avantage de ce temps, là. Je m'entraîne un peu, je fais du vélo stationnaire, puis aussi, je me suis acheté un ballon d'exercice, puis je suis en train de faire du yoga, tout le kit. Fait que c'est quand même bien ce niveau-là. Puis c'est bien de prendre un repos, là, des fois. Au niveau professionnel, mais c'est sûr qu'il faut que je suive cette crise à titre de chef du Parti vert du Québec, puis que je suis de façon très près des actions du gouvernement. Je pense que jusqu'à présent, autant François Legault que Justin Trudeau, ils font quand même bien ça. J'appuie ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est entre bonnes mains.
Et même s'il y a certains enjeux que j'aurais peut-être fait autrement, je pense qu'au niveau global, là, ils font quand même un très bon travail. Je suis très content de la façon que c'est géré. À propos de la course à chefferie du Parti du Canada, mais c'est sûr que c'est imposant sur la course, une course qui a une longueur prédéterminée. La semaine passée, 5 des 6 candidats dans la course, on a envoyé une lettre à la direction du parti demandant de repousser les dates, de rebaisser les frais d'entrée parce qu'ils demandaient 40 000 $ pour qu'on puisse être candidat à la course à chefferie et que c'est extrêmement difficile, sinon impossible de lever des fonds dans le contexte actuel dans lequel des milliers de gens sont sans travail et à faible revenu, puis les gens à plus grand revenu, mais les marchés boursiers et tout ça, ils ont tombé. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dans une situation financière où ils peuvent donner, surtout qu'on ne sait pas combien de temps que ce confinement-là va durer. Donc, moi, j'espère que la direction du Parti du Canada va prolonger les délais là, pour la course et rabaisser les frais d'entrée pour qu'on puisse réellement avoir une course avec un grand nombre de candidats. Je pense que ça serait dommage si l'impact du virus sur la course à chefferie du fédéral, ça serait qu'on ait moins de candidats parce que les gens n'ont pas été capables d'aller chercher l'argent que le parti exige pour participer à la course. Donc, alors, on va espérer que les officiels du Parti vert du Canada écoutent cette entrevue et prennent vraiment en considération les doléances que tu émets. Et pour vraiment clore cette entrevue, Alex Tirel, c'est la question que je pose à tous mes invités. Tu es homme public, tu t'adresses à la nation québécoise. Peux-tu en 20 secondes, si tu as une recommandation à faire, quelle est cette recommandation en 20 secondes, Alex Tirel? Moi, la recommandation que j'aurais, c'est de suivre les consignes du gouvernement quant au confinement. Puis je pense aussi que c'est important pour les gens de mettre des masques en public. C'est la recommandation officielle maintenant du gouvernement fédéral. Je sais qu'au Québec, là, on n'est pas toujours à l'aise avec le principe de masque en public, mais c'est important là, de mettre la santé en premier, là, puis de s'assurer que tout le monde est protégé là, au maximum. Alors, le mot de la fin, Alex Tirel? J'aimerais te remercier, Alain Jo, pour cette invitation, puis remercier aussi le Coconut Podcast. Ah bien, on te remercie. Alors, messieurs, dames, on était avec Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. Alors, on va en pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci. Besoin d'une soumission? Appelez-nous 514-686-4339. Posex Productions. Just try it. Try. Je m'étais promis de lutter jusqu'à la mort pour Haïti. C'est parti. Quand les princes du port gardent en main le sort ami, des milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les coups, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Alors, notre dernier invité, le dernier, mais non le moindre, la si belle formule, il se passe de présentation, vous le connaissez tous. Messieurs, dames, nous avons avec nous Will Prosper. Yes. Will Prosper, comment vas-tu? Ben, ça va bien, ça va bien. On essaie de faire de notre mieux durant cette période-là de confinement, mais on passe beaucoup plus de temps avec les enfants, fait que ça, c'est une excellente chose, mais ça va bien. Excellent. Ben ça, c'est très intéressant et important d'apprendre ça. Will Prosper,
pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je me dois de dire, tu es documentariste, entre autres. On verra le volet militant pour les droits de la personne, mais peux-tu nous dire, un documentariste, ça fait quoi? Toi, tu fais quoi? Je me rappelle à tes tout débuts, République Basket, mais aujourd'hui, plus récemment, mais un documentariste, ça fait quoi, là? Ça fait quoi? Ben, ça réalise des films. OK. C'est de documenter ce qu'on voit tous les jours. Puis on dit, ah, il y a quelque chose derrière ça, il y a quelque chose d'intéressant, soit un personnage, soit une situation sociale, soit des enjeux de société, soit peu importe, même des films artistiques ou quoi que ce soit. Puis tu te dis, mais j'aimerais ça, capter ça, puis le montrer aux gens parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'importance à mettre ça de l'avant. Et c'est ça le métier de documentariste, c'est de le capter à travers la réalisation. Donc, puis pour moi, tu sais, c'est un métier qui est absolument complet parce que c'est rare qu'on va utiliser autant l'image, donc tu sais, autant on va peindre des tableaux, autant qu'on va utiliser la musique, donc on essaie de composer une musique dans ton film, autant qu'on va utiliser un scénario, donc il y a de l'écriture qui se fait derrière ça aussi. Donc ça touche pas mal toutes les sphères artistiques, c'est comme le métier le plus complet qu'on ne peut pas avoir, et ça on le fait dans un petit laps de temps, puis on essaie de faire un chef-d'œuvre en 1 heure, 2 heures, puis il y en a qui vont jusqu'à 6 heures et plus, donc tout dépendamment du projet. OK, incroyable. On sait au tout début de ta carrière, tu as beaucoup travaillé avec les jeunes. Entre autres, je me rappelle lorsqu'on te suivait à Montréal-Nord, on sait même que tu t'es présenté comme candidat au provincial en politique. Will Prosper, afin de trouver les sujets que tu te dis que tu vas documenter, afin de pouvoir le relater par la suite, comment viens-tu à choisir ces sujets? Ben, moi, personnellement, j'aime beaucoup toucher des œuvres qui sont près de moi. Je vois des sujets intéressants, tu sais, comme là, je te parle avec Annette, puis je fais comme, il y a quelque chose d'intéressant derrière toi, tu sais, il y a quelque chose qu'on pourrait créer derrière ça. Mais surtout, comme étant un jeune qui a grandi à Montréal-Nord, dans une communauté souvent qui est démonisée, même diabolisée, je trouve que c'est une opportunité pour moi de montrer un autre aspect de la vie de tous les jours pour voir... Salut Sankara, comment ça va? Tu veux dire? Bonjour, bonjour. En temps de confinement, on est avec la famille. Super, Will. La famille est présente et ainsi de Oui, suite. excellent. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu'on... Ça va faire très bruit. OK, parfait. Merci. Will Prosper, père de famille, messieurs, Donc, dames. Excellent. On aime ça comme ça, Will. Oui. donc, Alors, toi, les choix des sujets, là, exactement. et souvent, tu sais, qu'est-ce qui était quand même assez fascinant, c'est quand tu es issu de certaines communautés, comme moi, qui ai grandi à Montréal-Nord, une communauté qui a souvent un message négatif, souvent qui est véhiculé. Dès on dit Montréal-Nord, on dit gang de rue, on dit des crimes, on dit des choses de la sorte, alors qu'il y a beaucoup de richesses pour moi à Montréal-Nord. On parle des communautés qui sont issues de la diversité, puis on voit ça comme étant un problème. Et moi, en grandissant là-bas, je vois tellement de positif que je me suis dit, je vais essayer de le documenter. Je vais faire à travers un tournoi de basketball, puis le tournoi de basketball, c'est un peu ça le prétexte. Ils disent qu'ils vont amener des jeunes pour participer à ça, mais c'est vraiment pour parler avec la jeunesse, pour voir c'est quoi leurs ambitions, c'est quoi leurs rêves, leur donner un petit quelque chose, puis mettre ça de l'avant. Donc, c'est ce que j'ai essayé de créer à travers ce documentaire-là sur Basketball République. Mais c'est un peu toujours ça, quand tu regardes mes œuvres, c'est de montrer un côté de notre communauté qu'on ne voit jamais, à part celle qui est toujours démonisée ou ternie. On a pu voir en 2018, tu as pondu Aller simple. Ce documentaire, entre autres, on y retrouve Carla Beauvais, Ishmael Meuse, pour ne nommer que ceux-ci. Dans ce documentaire qui relate l'expérience de jeunes ayant vécu à l'étranger, souvent même nés en Occident, je te dirais, au Canada, aux États-Unis, et qui sont retournés vivre en Haïti suite au tremblement de terre. Peux-tu me parler rapidement, en 1 minute, Will, de cette expérience qui t'a amené à pondre ce documentaire-là? Mais pour moi, c'est important, comme je disais tantôt, de parler de personnes qu'on ne voit jamais dans nos écrans. Puis quand on voit les gens qui vont aider les différentes communautés, ben, c'est souvent le même type de personnes, homogènes, des gens de l'Occident, qui vont aider des personnes blanches particulièrement, qui vont aider des pays du Sud.
Et moi, je voulais montrer des jeunes qui ont grandi ici au Québec, qui font partie de cette société québécoise-là et qui ont vu ou qui ont été touchés par ce qui s'est passé durant le tremblement de terre et qui ont décidé, moi, je vais faire quelque chose en Haïti, je vais essayer d'aider, je vais essayer de changer qu'est-ce que je vois là-bas. Et là, tu vois toute leur réalité auxquelles ils font face, tous les défis. Et il y a beaucoup de choses qui sont différentes, on s'entend en Haïti, mais de le voir dans les yeux de personnes qui ont grandi ici et de faire face à toutes ces difficultés-là en Haïti, pour moi, il y avait quelque chose de riche qui était important à montrer à l'écran. Donc, c'est ce que j'ai essayé de documenter. Et j'étais chanceux d'avoir des personnages magnifiques comme Carla Beauvais, Ishmael Mevs, comme tu l'as nommé, ainsi de suite. OK, donc là, tu as parlé, déjà, tu as dépeint la réalité des jeunes de nos quartiers. Par la suite, tu as parlé un peu de cette expérience vécue par ce qu'on peut appeler la diaspora, qui fait un retour au pays. Et tout récemment, tu nous as, mais là, choyé. Écoute, la critique, elle est que positive à ton égard, à l'égard de ton équipe. Euh, tu as réalisé ce film documentaire Kimbella jusqu'à la victoire. Ça signifie Kimbella, je te laisse, ça Et bien signifie. là, ça veut dire, ben, c'est comme ici, on dirait, en anglais, on dit keep up, en français, on pourrait dire lâche pas, OK. continue de te battre jusqu'à la victoire. Et c'est avec un personnage qui est fabuleux, qui se nomme Alain. Tu sais, les personnes qui se nomment Alain sont toujours fabuleuses. Mais Alain, juste pour dire, c'est quelqu'un qui représente un peu une génération plus vieille que moi, plus vieille que nous. Et c'est toutes ces personnes-là qui ont bâti une forme de société ici, qui l'ont construit pendant un petit bout de temps au Québec et qui ont été chassés d'Haïti pour des régimes dictatoriaux et ainsi de suite, et qui décident de retourner pour dire, maintenant, je veux travailler sur un projet que je vois comme étant une solution en Haïti. Et lui, il va voir s'il peut faire de la permaculture. Et il n'a jamais touché à la terre, mais il a lu tout, qu'est-ce qu'il a pu lire à travers tout ça. Et là, c'est un voyage dans le monde d'Alain. Et on finit par reconnaître un peu un oncle, une tante, un ami. Et c'est ça qui est intéressant parce que je l'ai présenté à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à différents endroits à travers le Québec. Et tout le monde se reconnaît dans un personnage qui est haïtien, mais qui a des valeurs qui sont universelles. Et les gens finissent par pleurer, ils finissent par rire, ils finissent par être touchés par tout ce qu'il y a dans ce film-là. Et je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'il a connu un certain succès. Tu sais, on a gagné des prix du public, des choses de la sorte. On a été nommé pour être en première de certains festivals. Festival. Malheureusement, avec la crise maintenant, ben, le film est plus en diffusion parce qu'on n'a plus accès aux salles. Mais j'ai hâte qu'il ressorte. Wow! Écoute, Will, pour moi, c'est un honneur que de t'avoir ce soir. On s'est déjà rencontrés lors de différents événements. Écoute, le mot de la fin, Will Prosper, tu viens de dire que ton film est en train de faire tabac actuellement et COVID-19 arrive. Le mot de la fin, mon régisseur ici me dit, il ne reste plus beaucoup de temps. Le mot de la fin, Will, comment vis-tu cette situation actuellement? On voit les enfants à la maison, tu es quelqu'un d'hyper occupé dans ta vie régulière, professionnelle. Comment vis-tu ceci? 30 secondes, Will Prosper. Ben, c'est un moment de réflexion. Puis je pense que c'est pas seulement moi aussi. Je pense que c'est une pause qui est nécessaire. On est pas mal tous en burn-out à cause du travail. Hein. Puis là, on n'a pas le choix de prendre le temps un peu sur nous-mêmes. Il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Je trouve ça triste de voir qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'éclatement du capitalisme. Et en voyant qu'il y a un éclatement, ben, c'est tous les enjeux qu'on n'a jamais adressés ou qu'on a réduits, donc les frais qu'on a coupés dans les hôpitaux à différents services sociaux, ainsi de suite. Maintenant, on voit qu'il y a un éclatement partout à travers la planète. Et c'est le temps de se questionner sur la société. Et c'est ce que je fais présentement. Je me questionne énormément sur quel type de société qu'on devrait bâtir. Et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait tous réfléchir. Parce que la société qu'il y avait auparavant, il ne faudrait pas y revenir. Il faudrait qu'elle soit encore meilleure par la suite. Parce que ça ne devrait pas prendre un petit virus pour nous atteindre autant que ça. Et souvent, les gens disent on est en crise de coronavirus, mais on n'est pas en crise. Le coronavirus, c'est juste un virus. La vraie crise, pour moi, c'est le capitalisme. Puis c'est l'enjeu qu'on devrait adresser. Fait que réfléchissons à ça, réfléchissons à certains acquis qu'on a faits, et essayons de transformer la société pour qu'elle soit meilleure pour la collectivité et non seulement pour des individus. Will Prosper, j'allais te poser la question. Qu'as-tu à suggérer à la nation? Écoute, ton esprit de documentariste t'a amené directement à la réponse. Tes conseils sont hyper précieux. Messieurs, dames, nous devons de réfléchir en ces temps de crise. Je parlais à l'audience. Will Prosper, les 15 dernières secondes sont à toi?
Ben merci beaucoup à Coconut Podcast et tous les gens qui essayent de créer des podcasts, du divertissement, des informations, parce que c'est nécessaire. On se sent seul. Puis merci de briser cet isolement-là. Fait que merci de le faire. Eh bien, on te remercie énormément, Will Prosper. Alors, messieurs, dames, nous avions Will Prosper, documentariste, militant des droits de la personne. Le volet Les droits de la personne, on en parlera lors d'une entrevue prochaine. Alors, sur ce, nous vous remercions d'avoir été présents avec nous et nous vous disons à la semaine prochaine et au revoir. Merci. Oh, oh.